applications, on en a ciblé quelques-unes ici. On peut parler du coup de recherche de médicaments, de diagnostic clinique, de recherche clinique aussi, entre autres. Et du coup, tout ça passe aujourd'hui en partie par la génomique. C'est du coup une application qui permet, disons, d'accélérer et de simplifier du coup les découvertes. Il faut savoir que la génomique aujourd'hui, on en est, je ne vais pas dire au début, mais disons que c'est une première itération. C'est pas que le génome, on travaille aussi sur d'autres types de choses. On peut exploiter d'autres types du coup de recherche pour pouvoir du coup répondre à des problématiques. Donc ça peut être différents types de problématiques qu'on a citées précédemment. On voit quelques exemples ici. Du coup, la génomique, en fait, via les différentes années, a été du coup rendue de plus en plus accessible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense aussi qu'elle a tendance à se démocratiser et que là, du coup, la démocratisation de la recherche génomique s'accélère. Pour la simple et bonne raison que déjà en 2002, on était sur à peu près 100 000 dollars de séquençage pour un génome. Aujourd'hui, enfin il y a une année, on a descendu jusqu'à 600 dollars. Comment c'est possible? Tout simplement avec du coup la simplification des techniques, l'accès plus simple aussi aux ressources permettant de faire ce séquençage. C'est aussi pour ça du coup qu'AWS en parle, hein. Mais toute la partie du coup, calcul qu'on a derrière du coup la génomique est aujourd'hui beaucoup plus accessible qu'elle pouvait l'être à l'époque, et des procédés aussi qui ont tendu à se simplifier par le temps. Donc pour le coup, hormis du coup ce constat-là, il reste encore aujourd'hui des challenges, surtout au niveau des startups liés à la génomique. On parle quand même de volumes de data larges, importants. On parle quand même de procédés de séquençage et d'analyse qui peuvent être complexes et qui demandent en tout cas des ressources. Alors, ce que j'entends par ressources, on parle de ressources compute, donc par exemple serveurs entre autres, assez importantes pour pouvoir du coup réussir à faire séquençage. Et on parle aussi d'ailleurs de sécurité. C'est un point fondamental par rapport à tout ça, puisque les données, en soi traitées du coup pour faire ces calculs génomiques sont quand même des données relativement très sensibles, plutôt d'ailleurs très que relativement. On parle quand même dans la majorité des cas du génome humain, donc vraiment un petit peu de la fiche d'identité des personnes. Donc ça aujourd'hui, c'est les challenges que AWS a identifiés, toujours existants aujourd'hui, pour traiter du coup, ces fameux pipelines génomiques. Enfin en tout cas pour traiter du coup ces fameuses data génomiques et réussir à faire ce calcul-là. Et c'est aussi aujourd'hui sur ça qu'on vous propose du coup de vous accompagner. Donc qu'est-ce que AWS vient faire au milieu de tout ça? Depuis du coup maintenant 2013 entre autres, on travaille en fait avec des organisations, pardon, on est vraiment du coup basé sur l'innovation. On va travailler du coup avec des organisations depuis 2013, comme je le disais, sur du coup les domaines de la santé. On va avoir du coup déjà une team génomique interne à AWS qui travaille vraiment que sur ces questions et ces problématiques-là, donc qui est vraiment axée sur du coup l'accompagnement de nos clients dans leur travail sur la génomique et du coup dans leur recherche aussi à ce niveau-là. Cette team est majoritairement en fait composée, hein, du coup de doctorants, de gens sortis du coup des organisations publiques, de types de personnes qui connaissent vraiment du coup les problématiques liées, à ce type de recherche et qui sont vraiment là en fait, pour vous accompagner au mieux, pour accompagner nos clients au mieux, du coup, sur ces problématiques-là. En plus de ça, on a aussi des partenaires disponibles qui sont du coup qui travaillent avec nous, depuis maintenant un petit moment aussi, qui vont être capables de pouvoir vous assister. Typiquement Evan en fait partie, qui vont être capables de pouvoir vous assister et vous aider du coup dans vos recherches et dans vos applications génomiques, toujours sur AWS. Donc en quoi AWS est pertinent? On va vous aider à accélérer du coup vos recherches, c'est-à-dire vraiment à vous focus. Alors ce que j'entends par accélérer, c'est pas forcément accélérer temps de recherche, même si c'est un de nos buts, ça c'est plutôt des questions de performance. C'est plutôt on va vous assister du coup sur la mise en place de vos pipelines génomiques sur AWS. L'idée derrière étant que vous puissiez vous concentrer sur vraiment ce qui vous importe. L'infrastructure n'étant pas forcément une valeur ajoutée dans vos recherches, l'infrastructure est plutôt un support vous permettant du coup d'effectuer les dites recherches. Nous, notre but, c'est que vous passiez le minimum de temps du coup sur la mise en place de cette infrastructure, de ces pipelines génomiques et de tout ce qu'il y a derrière pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur votre cœur de métier, ou en tout cas sur ce qui a de la valeur, à savoir du coup la recherche génomique. Donc pour ça, on a mis pas mal de choses en place que je vais vous expliquer après. Comme je disais aussi, il y a des questions d'agilité, on va avoir des questions aussi de sécurité. Ça, c'est quelque chose d'assez important. On peut vous accompagner sur différents niveaux sur la sécurité des données que vous êtes en train de traiter. C'est des données hyper sensibles, donc pour le coup, là-dessus, on a aussi l'habitude et on va pouvoir vous assister du coup sur la meilleure, disons, sur la mise en place la plus sécurisée possible du coup de ces pipelines et de ces traitements de données. Et toujours en gardant quand même un regard très important, un œil sur le coût. L'idée aussi, et ça, on l'avait déjà vu sur la slide tout à l'heure, hein. Il n'y a pas que AWS qui a participé, mais l'idée aussi de pouvoir vous permettre d'effectuer du coup ce type de calcul à moindre coût. L'idée est de vous proposer plusieurs procédés ou des procédés différents en tout cas pour vous permettre de réduire votre facture au minimum, c'est-à-dire que vous payez vraiment que pour ce que vous consommez et du coup de garder une facture la plus basse possible malgré les capacités de calcul qui sont en jeu, puisqu'on parle quand même de capacités de calcul relativement importantes, voire très importantes.
Toujours dans cette optique de simplifier et d'accélérer du coup la mise en place de ces pipelines génomiques, AWS propose aujourd'hui du coup un portfolio de solutions, d'outils, qui a été développé soit directement par nous, soit avec des partenaires. Il y en a 11 au total, hein. Je vous mettrai le lien du coup après dans le Shine, mais qui vous permettent en fait déjà d'avoir des, disons des premiers workloads, des premiers pipelines, des premières choses déjà mises en place. Vous pourrez déployer rapidement et facilement. On parle de quelques minutes pour certains des outils et des workloads, à quelques heures pour les autres, qui sont déjà une base en fait sur laquelle vous pouvez partir pour commencer du coup à mettre en place vos pipelines. L'idée est vraiment que sur cette liste de services, vous regardez le service qui correspond, quand je dis service de solution, pardon, vous regardez la solution qui correspond le plus à votre besoin, vous pouvez la déployer et après itérer, partir de cette solution-là pour être sûr de rester dans les clous, dans les bonnes pratiques et de maîtriser du coup typiquement les coûts et la performance de manière assez simple en utilisant une base déjà créée soit par AWS, soit par un partenaire, soit par AWS et un partenaire. Il y a différentes applications. Il y a différentes du coup, solutions proposées, elles sont au nombre de 11, comme je l'ai dit. Je vous mettrai le lien tout à l'heure, parce que ça fait toujours, c'est toujours pratique de regarder ce qui se fait. Ça peut aussi donner du coup une idée de comment on peut mettre en place les choses. D'une façon plus technique, côté AWS, comment ça se schématise du coup? Quels sont les services qu'on utilise ou qu'on propose pour pouvoir du coup faire cette recherche et ces calculs génomiques? On peut parler de services du coup de compute pure, c'est les services qu'on a au milieu, donc ça va être de l'EC2 instance ou de l'EC2 spot. EC2 spot qui permet drastiquement de réduire les coûts d'usage de C2 via un mécanisme que je ne vais pas forcément détailler là, mais on pourra rentrer un peu plus dans le détail si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à en poser d'ailleurs, qui vont vous permettre vraiment pour le coup d'exécuter purement le calcul. On est vraiment sur des instances, donc c'est des serveurs qui permettent du coup de faire du traitement. Et après, on va aussi proposer des services très intéressants du coup au niveau du coup toutes ces pipelines et d'orchestration du coup des calculs, à savoir là on en a cité quelques-uns, batch, step function, qui vont permettre en fait d'orchestrer tous les calculs que vous allez faire. Ça vous permet en fait de créer tout un pipeline, de pouvoir du coup exécuter ces calculs sur des instances EC2 pour pouvoir finalement avoir, disons, la pipeline la plus optimisée possible, encore une fois la plus performante possible, au moindre coût possible. Je vais pas rentrer trop dans le détail tout de suite à ce niveau-là. Francesco pourra vous présenter ce qu'Antero m'a mis en place de façon, pour le coup, beaucoup plus précise, exhaustive et beaucoup plus parlante aussi. On a d'autres services aussi derrière en stockage qui permettent du coup de gérer encore une fois pour un coût à l'usage, qui vont permettre en fait de stocker toutes les données nécessaires pour faire le traitement, donc les données raw en entrée et aussi du coup les données issues du traitement. Donc encore une fois, l'idée est de vous proposer vraiment le service qui va correspondre le plus à votre besoin et aussi une facturation qui va correspondre le plus à ce que vous utilisez. Donc on est sur des services que vous allez payer à l'usage. En prenant un petit peu de hauteur, qu'est-ce qu'un pipeline aujourd'hui génomique? Quel est le fonctionnement, qu'on pourrait imaginer? D'un côté, on aurait tout ce qui est séquenceur, en tout cas la source de données, qui vient du coup capter, disons le génome un petit peu brut, qui ensuite pourrait du coup pousser, toutes ces données sur le cloud AWS via différents mécanismes. On pourrait parler de Bucket S3, on vous l'a présenté tout à l'heure. On a aussi des mécanismes réseau qui permettent de sécuriser les connexions. On pourra discuter de tout ça de façon un peu plus précise si vous avez des questions. Du coup, tout le compute, tout le calcul, toute la phase de calcul du coup du pipeline serait exécutée sur le cloud AWS via les solutions que j'ai présentées précédemment. Et ensuite, du coup, la résultante de ce calcul pourrait très bien rester sur le cloud AWS et vous pourriez permettre à vos scientifiques, en tout cas à n'importe qui ayant besoin d'accéder à ces données, d'y accéder via le cloud. Ou on pourrait très bien aussi imaginer que ça pourrait repartir via encore une fois des flux sécurisés directement dans vos bureaux ou là où vous faites votre traitement aujourd'hui. Si on réduit vraiment le scope sur la partie AWS, aujourd'hui, un workflow, potentiellement, ça pourrait ressembler à quoi? Là, on a une image un petit peu simplifiée de la chose, mais où on aurait le fameux bucket S3 à gauche, sur lequel vous viendriez pardon, déposer vos échantillons ADN, et ensuite, du coup, un mécanisme d'orchestration. Step Function ou Nextflow. Evan pourra vous introduire de façon un peu plus précise Nextflow et le fonctionnement de Nextflow juste après. Donc Step Function ou Nextflow pour ensuite du coup pouvoir orchestrer du coup le pipeline, c'est-à-dire du coup avoir les différentes étapes qui vous permettent d'arriver à la résultante voulue selon le traitement que vous voulez faire. Le tout du coup exécuté sur batch. Donc batch qui va tout simplement en fait prendre les jobs envoyés par du coup l'outil d'orchestration et ensuite du coup les exécuter sur du coup cet environnement d'exécution. Donc, tout à l'heure, je parlais de C2. Là, c'est le cas où, en fait, globalement, Batch va venir vous lancer du coup des images sur des instances C2 pour effectuer les calculs par rapport du coup aux tâches qui ont été poussées par l'orchestrateur précédemment. Et du coup, l'issue du coup de ce calcul pourrait, enfin, peut terminer du coup dans S3, donc c'est-à-dire récupérer du coup la résultante du traitement directement dans S3 ou via FSX, qui permet en fait d'avoir des capacités de throughput, donc vraiment des capacités d'entrée-sortie sur des disques assez importantes, permettant du coup d'effectuer ce type de traitement.
Je voulais vous parler, moi, de Genomics CLI aussi, puisque là, je vous ai présenté de façon assez rapide qu'est-ce qu'il est techniquement possible de faire. Toute cette mise en place, en fait, peut être automatisée. AWS a décidé de déployer, de créer, de développer un outil open source, en fait, permettant de manière très simple et rapide, en fait, de mettre en place le workflow que je vous ai présenté juste avant. Donc, un workflow assez commun, finalement, dans le monde de la génomique. Et donc, du coup, de pouvoir déployer les différentes briques nécessaires pour pouvoir exécuter votre pipeline. Donc, comment ça se présente en fait? Je vous montrerai juste après, j'ai une image. C'est une ligne de commande en fait qui va permettre de venir déployer dans un premier temps toutes les ressources nécessaires au pipeline et qui ensuite va vous permettre d'exécuter vos runs directement sur le pipeline. Ce qui est intéressant aussi avec du coup cet outil, c'est que typiquement il est compatible avec Nextflow. Donc, si vous voulez exécuter des pipelines Nextflow sur AWS, vous avez la possibilité via cet outil de créer toute l'infrastructure nécessaire et en ligne de commande aussi de venir du coup après exécuter vos calculs exécuter du coup les différents traitements. Ça vous permet encore une fois de vraiment de rester focus et comment dire concentré sur vos travaux de recherche, de laisser l'infrastructure de côté un petit peu, de laisser tout ce déploiement automatisé et vraiment de pouvoir vous concentrer sur ce qui a le plus de valeur pour vous, tout en derrière pouvant pouvoir exécuter du coup des calculs poussés et puissants de la bonne manière, on va dire, avec une architecture propre via cet outil-là. Donc, comme je vous l'ai expliqué, vous allez configurer des projets, donc c'est-à-dire dire le type d'exécuteur que vous souhaitez avoir. Ensuite, l'outil va automatiquement déployer toutes les ressources nécessaires et de manière sécurisée sur votre compte. Et ensuite, vous allez pouvoir directement exécuter des workflows dessus. Donc, hop, ça, bon, je l'ai déjà expliqué, donc on va le passer. Et de façon plus précise, comment ça se présente? En gros, vous avez typiquement les 4 lignes de commande nécessaires pour lancer du coup un calcul génomique, un workflow HPC en tout cas, sur AWS. La première va être du coup d'initialiser, les deux premières d'initialiser toutes les ressources nécessaires. La troisième de déployer du coup le pipeline à proprement parler, donc d'aller créer le pipeline par exemple Textflow à proprement parler sur AWS. Et la dernière ligne de pouvoir directement exécuter votre pipeline, votre workflow. Donc avec ça, pour le coup, vous pouvez vraiment de manière simple, rapide et facile déployer des workflows et des pipelines sur AWS d'une manière sécurisée et propre et aussi cost efficient puisque typiquement c'est compatible avec Spot. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Spot qui est un mécanisme qui permet de réduire jusqu'à 90% les coûts de compute sur AWS. Je vais donc laisser la parole à Francesco pour présenter Anterom et fonctionnement Anterom. Oui, merci beaucoup Thomas. Oui, bonjour tout le monde. Je ferai un petit tour si on peut déjà passer sur la prochaine. Merci beaucoup. Du coup, voilà, on va parler dans les prochaines 15-20 minutes de tout d'abord qu'est-ce que c'est Interome, qu'est-ce qu'on fait dans le domaine de la génomique et de la drug discovery surtout. Quels sont un peu les challenges étaient déjà Plusieurs de ces challenges ont déjà été évoqués par Thomas dans la genomic era dans laquelle on se retrouve depuis plusieurs années désormais. Je vous présenterai un petit peu qu'est-ce que c'est la configuration qu'on a aujourd'hui en place pour gérer et faire tourner nos pipelines dans les clouds. Puis je passerai la parole à Evan de Nextflow qui vous présentera un petit peu plus dans le détail les différentes caractéristiques de Nextflow. Et puis on terminera avec un petit tour de pipeline qu'on a en place chez Interome pour traiter les données métagénomiques, génomiques en général. Et voilà. Et on conclura après sur quelques petits aperçus de qu'est-ce qu'on peut s'attendre un peu dans les prochaines années qui viennent dans la génomique et dans la gestion des données à l'échelle. Du coup, si on passe sur la suivante, Thomas, s'il te plaît, l'autre encore. Voilà, alors juste un petit aperçu des activités d'Interom. Interom, c'est une société française de biotechnologie. Désormais, en fait, cette année, non 10 ans, a été créée, fondée en 2012. Aujourd'hui, la société, elle est complètement focalisée sur des différents axes thérapeutiques, surtout en oncologie et dans les maladies inflammatoires de l'intestin. À la base de tout ce qu'on fait, c'est l'étude de la compréhension du microbiome intestinal humain, le rôle du microbiome dans ces typologies des pathologies et surtout utiliser toutes les molécules qui sont produites par les bactéries, en particulier protéines et peptides, qui ont la capacité de jouer un rôle comme des biothérapeutiques. Du coup, si on passe à la suivante, s'il te plaît, Thomas. Enfin, juste, attends, est-ce que tu pourrais juste activer ta caméra, s'il te plaît, si ça te dérange pas? Ça Ah, permettra d'être pardon. plus. Non, non, pas de souci, pas de souci. Aucun souci. Merci. Du coup, si on passe à la suivante,
Aujourd'hui, comment on attaque ce problème aller explorer le contenu des bactéries de l'intestin pour essayer d'identifier ces protéines et peptides, du coup ces molécules qui sont naturellement produites par les bactéries de l'intestin humain, pour aller chercher parmi tous ces millions de séquences, quelles sont les séquences qui pourraient avoir un vrai impact biothérapeutique, du coup avoir les caractéristiques qui vont les rendre capables de, par exemple, moduler l'inflammation au niveau de l'intestin ou détourner l'attention du système immunitaire pour attaquer certaines typologies de tumeurs. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, et c'est une partie du travail que j'ai mené avec mon équipe, l'équipe de bioinformatique et data science en centre d'Interum, c'était de constituer une énorme base de données avec plus de 20 millions de protéines issues de bactéries de l'intestin humain, et que ça nous a servi comme base après pour essayer d'identifier différents composants, protéines et peptides qui ont des caractéristiques justement de pouvoir jouer un rôle très important dans la gestion de l'inflammation dans certaines maladies inflammatoires de l'intestin ou pour être utilisés comme vaccin contre certains types de cancers. Aujourd'hui, la société elle a 3 programmes qui sont en phase clinique 2 et 3 programmes qui vont rentrer en phase 1-2 en 2023 et différents programmes qui sont soit en phase de découverte finale, late discovery, ou soit en phase préclinique. Voilà, du coup effectivement la société pour l'instant on a plusieurs choses qui sont dans les tuyaux et on verra bientôt qu'est-ce que ça va donner en clinique. Si on passe à la suivante s'il te plaît. Du coup, si on veut parler un petit peu plus dans les détails de qu'est-ce que ça implique, comme Thomas a déjà donné des chiffres sur tout ce qui est, c'était un peu l'explosion des données dans la génomique. Du coup, c'est impossible de ne pas parler de ça sans montrer quelques graphiques. Si vous travaillez tous et toutes déjà dans ces domaines, tous ces genres de challenges et des difficultés, ils vous sont déjà très très clairs, j'imagine bien. Mais c'est quand même assez incroyable en faisant une rétrospective sur 20 ans, de 2000 à 2020 et 2022, où on en est aujourd'hui. Ce graphique, c'est assez marrant parce que c'est un graphique qui date de 2015 et du coup, il s'arrête entre 2015 et 2016 et après, il fait une projection jusqu'à où on est aujourd'hui quasiment. Et on voit très bien justement l'explosion que Thomas citait déjà, qui était principalement due à tous les avancements technologiques du séquençage à haut débit qui nous a permis effectivement d'un côté baisser drastiquement les coûts et de l'autre côté de générer des quantités des données qui sont exponentielles au niveau de vraiment la taille des données, la quantité et la profondeur des données qu'on doit traiter. Mais si on passe à la suivante, Thomas, s'il te plaît. Mais si, comme vous et moi, on travaille dans ce domaine, vous savez très 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 bien que ce graphique que je viens de vous montrer, c'est juste un graphique qui montre en gros les datas brutes de séquençage, les raw data qui sont déposées au fur et à mesure des années dans soit un SBI, soit le ENA de l'EBI, du coup les bases de données publiques de stockage de raw data. On sait très bien que c'est le sommet de l'iceberg, c'est-à-dire que les raw data, ça représente qu'est le point de départ pour toute personne qui travaille et toute société et tout groupe de recherche qui travaille dans la génomique. Les données de séquençage brut ne sont que les points de départ. Après, traitement et analyse de ces données de séquençage brut, on sait très bien que on va multiplier parfois par 10 la taille des données qu'on se retrouve à devoir gérer une fois qu'on attaque avec différents projets au pipeline d'analyse. Du coup, j'ai trouvé une autre référence intéressante. Je pensais que c'était intéressante pour la discussion d'aujourd'hui. Encore, elle date de 2015 et elle faisait une projection en disant que dans la prochaine dizaine d'années, du coup 2015-2025, on serait il donnait une fourchette assez large, mais entre 2 et 40 exabytes des data dans la génomique à gérer et à utiliser. C'est assez intéressant parce que justement la next decade, du coup la dizaine dont eux ils parlaient, nous on y est plein dedans, presque à la fin désormais. Et je pense que toute personne qui travaille dans ces domaines de la génomique, elle n'est pas qu'être d'accord avec cette estimation. Si on passe à la suivante, Thomas, s'il te plaît. Du coup, un petit passage aussi sur les challenges
en termes de data et génomique pour le secteur de la biotech. Interrom, c'est une société biotech. On a 70 salariés en total. Du coup, on est quand même une petite moyenne entreprise comme taille. Si vous travaillez dans ce domaine spécifique de biotech et surtout des biotech de petite moyenne taille, vous serez confronté, comme moi et comme plein d'autres personnes, à des challenges qui sont un peu propres de ces domaines. C'est-à-dire, d'un côté, on a la vague des data génomiques, data qui sont générées, data qui sont générées par nous-mêmes à cause, disons, de la transformation et de l'analyse des données qu'on fait. Mais il y a aussi des contraintes qui sont vraiment propres du domaine et aussi de la taille de l'entreprise dans laquelle on travaille. Le fait d'avoir un environnement qui est de petite, moyenne taille, voire dans certains cas, même des environnements encore plus petits, type start-up, ça fait que on n'a pas la même inertie ou la même possibilité de faire des plannings à très, très long terme, comme ils peuvent faire des très grosses boîtes ou des grands groupes. Mais on a la nécessité d'être vraiment agile, d'être en mesure de avancer de façon rapide et surtout avancer dans la bonne direction. Ça, c'est essentiel parce que les moyens qu'on a, les budgets qui sont engagés, les fonds qui sont levés, ils ne sont pas infinis. Ils doivent être bien utilisés et bien ciblés pour avancer dans la direction qui nous est donnée ou qu'on se donne nous-mêmes en cas de... vous êtes aussi des fondateurs de start-up. Du coup, il y a... par conséquence, très très peu de marge pour dépenser mal de l'argent et du temps surtout. Parfois l'argent il est là parce qu'on a des budgets qui peuvent être conséquents, mais le temps, non. Et on ressource qui est surtout parfois beaucoup plus précieuse que l'argent dans notre domaine. Et du coup, un autre aspect très important, je pense que vous serez d'accord aussi, c'est qu'en général, quand on parle des sociétés de petite, moyenne taille, on se retrouve souvent limité dans la capacité IT qu'on peut avoir chez nous, à l'intérieur de la société. À la fois parce que cette capacité IT n'est pas du tout conçue dès le départ pour gérer des données de cette taille génomique, et à la fois parce que c'est pas non plus dans certains cas, c'est pas non plus le focus de la société de vraiment avoir une vocation à mettre en place un computer farm, un server farm digne de ce nom pour gérer tout ce qui comporte justement mener des analyses à l'échelle des données génomiques. Et dernière chose qui va avec tout ça, c'est que justement, non horizon d'investissement sur lesquels on doit juger le retour d'investissement qu'on fait. Et je ne parle pas que de budgets qui sont engagés, mais encore une fois, surtout des ressources, du temps des personnes. Ça ne mesure pas dans une échelle de années. On est plutôt sur, si on a la chance, 1 ou 2 années, parfois même moins, dans un horizon de 6 mois. Du coup, ça se fait que tout ça, forcément, ça colle très très bien avec toute les possibilités qui sont offertes par les cloud computing. Si on passe à la suivante, Thomas, s'il te plaît. Celle d'après aussi. Du coup, comment on est arrivé jusqu'à ici, c'est-à-dire Interrom, moi j'ai intégré la société il y a 6 ans. Du coup, il y a 5 ans, on a commencé une migration totale vers AWS pour abandonner complètement toute infrastructure locale qu'on pouvait avoir. Comme je disais un peu par rapport au point précédent, on avait la nécessité d'avoir plus de pouvoir de computation, de traitement des data, plus d'espace d'archivage, et surtout beaucoup moins de problèmes et de mal à la tête. Après 5 ans, effectivement, je peux confirmer que dans l'expérience qu'on a chez Interrom, dans tout ça, on est arrivé à atteindre tous les 3 objectifs. Du coup, on est passé d'avoir quelques centaines de CPU en local qu'on avait il y a 6 ans pour traiter des données omiques et métagénomiques à avoir à disposition le cloud d'Amazon, du coup, des milliers de CPU pour faire tourner nos jobs en fonction des besoins. Et surtout, un autre aspect très important, c'est que, évoqué par Thomas déjà aussi, c'est qu'on a pu vraiment s'appuyer beaucoup sur des ressources dans le cloud qui sont très 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 peu chères, telles comme Glacier pour stocker et archiver des données à l'échelle sans se payer
très, très cher, et surtout les instances spot qu'on utilise de façon régulière chez Interon pour toute la partie computation et qui nous permettent effectivement d'économiser beaucoup d'argent par rapport à la quantité de données et des jobs de computation qu'on engage. Du coup, un autre point, on va pas trop parler de tout ce qui est configuration tout de suite, mais effectivement, c'est un autre point important, surtout si vous venez d'une société qui sont petite, moyenne taille, c'est justement la mise en place initiale de la configuration. Ça peut prendre un peu de temps de paramétrer tous les services de AWS dont vous avez besoin, mais c'est vrai que c'est un travail qui se fait surtout au départ, et après, une fois que c'est fait, franchement, l'expérience qu'on a chez nous, c'est qu'après, franchement, on n'y touche plus ou très très peu et tout est en place et on doit juste faire un peu la gestion ordinaire qui ne comporte vraiment pas de perte de temps quel que soit. Du coup, ça, c'est aussi un avantage. En termes de coûts, je ne peux pas vous donner forcément de coûts directs de ce qu'on dépense, mais sachez que sur 5 ans d'utilisation, nos coûts ils ont vraiment suivi la croissance de l'entreprise et la croissance du business. C'est-à-dire il y a 5 ans, on payait un tiers voire moins de ce qu'on paye aujourd'hui parce qu'on engageait moins de données, on engageait moins de projets. Aujourd'hui, on engage beaucoup plus et la facture elle est conséquente, mais tout en restant beaucoup très intéressante, surtout pour la partie computation si on utilise des instances spot. Du coup, ça, c'est typiquement un peu, peut-être si vous êtes en train de réfléchir, de basculer sur les clouds, toujours un peu à ceci, qu'est-ce qu'on va dépenser? Est-ce qu'on dépensera beaucoup? Si vous partez sur une configuration minimale et après vous laissez grandir ça avec le business de votre société ou de votre groupe de recherche, ça ne devrait pas vous apporter beaucoup de surprises. Au contraire, ce sont des surprises surtout positives. Si on passe sur la suivante, s'il te plaît, Thomas, ça c'est juste pour vous donner un petit résumé un seul schéma très simple, mais qui résume déjà beaucoup d'informations de comment on est organisé aujourd'hui chez Interon pour traiter les données génomiques à l'échelle dans les clouds d'AWS. Du coup, toute la partie effectivement de développement de pipeline, développement d'outils, testing, elle est faite en local sur nos postes de travail à l'aide de containers Docker surtout, et forcément à l'aide de Nextflow. Evan il va vous décrire ça dans quelques instants plus en détail. Après, les services qu'on utilise le plus chez AWS pour traiter nos données et traiter en gros toutes les analyses qu'on fait dans les clouds, c'est notre service principal, c'est AWS Batch. Si vous le connaissez déjà, très bien. Si vous ne le connaissez déjà, très mal. Il faut vraiment y aller voir parce que c'était la chose qui nous a, en 2017, vraiment fait basculer sur le cloud d'AWS parce qu'en gros, c'est un service qui nous permet de répliquer d'une certaine façon, reproduire d'une certaine façon un peu les systèmes de gestion des fils et des clusters de calcul auxquels on est déjà peut-être habitué si on vient d'un monde HPC bioinformatique. Et ça permet effectivement à la fois de dispatcher nos jobs de computation de façon automatique et derrière de gérer ces fameux clusters de machines EC2 qui font du autoscaling, c'est-à-dire c'est le service qui décide combien de machines il faut allumer et de quelle taille. Selon des indications qu'on peut bien sûr paramétriser en phase de création du service, et c'est le service qui après il gère automatiquement la création ou la destruction des machines en fonction de combien de jobs on lance et combien d'analyses et quelle est la nature de ces jobs en termes de CPU et mémoire, et surtout de terminer tout ça une fois que les jobs ils sont terminés. Si on couple ça avec des instances spot, que ce qu'on fait nous d'habitude, on se retrouve avec des clusters de calcul qui font des milliers et des milliers de CPU pour lesquels finalement on paye pas la facture en entier, mais on peut, comme Thomas disait, vu le service spot, ça permet effectivement d'économiser entre 70 jusqu'à 90% du prix en demande. En termes de stockage de data, nous on s'appuie complètement sur AWS S3 pour tout ce qui est soit les data en entrée, soit les data en sortie. On utilise un petit peu aussi FSX. J'ai un diapo juste après qui parlera de ça, mais en général, c'est S3 qui gère vraiment 80-90% de nos cas.
Tout ça, forcément, ce serait pas possible sans Nextflow, qui après vraiment derrière est l'orchestrateur qui gère nos workflows et qui en gros prend en charge à la fois le déplacement des data et la récupération des data sur S3 à l'entrée et à la sortie de nos analyses, et qui surtout ils soumettent les jobs via AWS Batch sur les services du cloud computing de AWS. Dans la diapo suivante, je vous ai mis un petit tableau récapitulatif. Je pensais que ça pouvait être intéressant parce que c'est pas forcément tout noir ou blanc, mais il y a un rationnel derrière ces choix qu'on a fait. C'est-à-dire, on a testé différentes choses avant d'arriver à cette configuration qui marche très bien pour nous, et ça, je trouve, ça peut bien adapter aussi à d'autres typologies d'analyse dans la bioinformatique, mais pas que. Du coup, comme je disais, les services sur lesquels on est aujourd'hui, ils sont nos services de phares, disons, sans lesquels on ne pourrait pas travailler dans le cloud AWS. C'est AWS Batch. Je disais tout à l'heure, il est très bien parce que point positif, c'est que finalement, il reproduit un écosystème qui est un écosystème HPC. Du coup, si vous venez déjà un peu de ce monde-là, il y a pas mal de concepts qui vous parlent déjà. Il y a des files d'attente, il y a de computing environment, il y a de définition de jobs, etc. La bascule, ça se fait assez tranquillement, disons, si vous avez déjà un peu ces concepts dans la tête. Par contre, bien sûr, comme point pas forcément négatif, mais en contrepartie, il nécessite d'une certaine configuration initiale, de pouvoir mettre en place surtout au niveau des machines, du coup des images que vous allez créer, des machines EC2, il y a un petit travail de configuration initiale. Il y a pas mal de guides qui ont été mis en place dans ces dernières années. Du coup, pas de panique si vous n'êtes pas déjà trop dedans ce type de service. Il y a des guides qui ont été mis en place aussi par l'équipe de Nextflow qui vous dans toutes les ressources, un peu les étapes une après l'autre pour arriver en configuration finale. Mais il y a un petit travail à faire au tout début. S3, je disais, pour la partie stockage, franchement, il n'y a rien à dire. C'est un service incroyable. Il est pas cher, il est scalable bien au-delà de besoins qu'une simple société ou un groupe pourrait jamais avoir. Il est franchement suffisamment rapide en termes de récupération et transfert de données, franchement pour plus de 90% d'applications d'analyse dans la bioinformatique et dans la génomique. Mais bien sûr, comme point contrepartie, point négatif, si on peut les appeler comme ça, il y a des nécessités, vu la nature de S3 et de comment les jobs ils sont gérés par WS Batch, de faire ce qu'on appelle un data staging in and out. Simplement, ça veut dire je dois copier tous mes data d'entrée de S3 dans ma machine EC2 avant de commencer mon job d'analyse, et je dois remettre les data dans sortie sur S3. Si vous utilisez Nextflow, c'est Nextflow qui gère tout ça, c'est très simple, mais néanmoins, il y a des temps de latence qui parfois peuvent être très importantes si on a par exemple des énormes index, si on pense à la génomique, et c'était un cas pour nous, si on se retrouve avec des index qui font 200, 300 gigas, voire 1 Tera dans certains cas. S3 peut-être, c'est pas l'idéal, parce que si on doit dupliquer cette opération de transfert de 1 Tera d'index fois 10 000 jobs, ça peut prendre du temps. Et du coup, c'est pas idéal. Du coup, c'est là que des solutions comme FSX peuvent être intéressantes. C'est un système un peu de stockage à haute performance, et nous, on l'utilise justement pour stocker des index de type génomique très, très larges, justement pour économiser cette étape de ne pas avoir à faire un transfert de façon vraiment explicite de toute l'index de S3 dans chacun et chacune des machines qui gèrent nos jobs. Par contre, forcément, il est plus cher, mais ça va avec la performance. Docker, Docker, c'est un peu un choix qui est un petit peu en ces moments obligé, c'est-à-dire AWS Batch dans cette configuration via Nextflow, etc., oblige un petit peu à se tourner vers Docker. C'est pas grave, c'est quand même un peu la référence. Il est très robuste. Il y a surtout énormément de conteneurs qui sont disponibles en bioinformatique, qui existent déjà préfaits, qui contiennent des pipelines entières, des outils. Ça va très bien. Par contre, on a vu ces dernières années, il y a eu un petit peu de soucis par rapport un peu à l'évolution de Docker, à son évolution, l'évolution des licences, etc. En sachant que Nextflow permet bien sûr de gérer
tout autre type aussi de système de gestion d'environnement. Disons, il y a Singularity aussi, au Conda même, mais disons que si on veut passer par AWS Batch, c'est un peu un choix obligé, mais en soi, c'est pas quelque chose de critique. Si vous travaillez dans la génomique, dans la bioinformatique, vous l'utilisez déjà, et si vous ne l'utilisez pas, bah, vous devriez. C'est clair. ECR, c'est juste un petit service un petit service en sens qu'il n'est pas très compliqué ni à utiliser ni à configurer. C'est juste un registre de containers qui est interne à le cloud AWS. Il est pas cher, il est complètement intégré avec Batch. Il faut juste mettre en place les configurations et les permis nécessaires au départ, et après on l'oublie et on l'utilise sans problème. Avec Nextflow, et du coup c'est le dernier point, et après je passerai la parole à Evan pour un petit dive sur Nextflow. Nextflow, il est vraiment un orchestrateur qui est parfait pour la gestion des pipelines bioinformatiques et génomiques. Il a un support pour le cloud qui est très bien et très bien, très complet surtout. Déjà, il y a 5 ans, quand on a décidé de l'implémenter et de l'utiliser, le support était déjà bien meilleur que par rapport à d'autres orchestrateurs. Et ben aujourd'hui, il n'a que progressé dans ce sens-là. Par contre, bien sûr, il y a une petite partie initiale de apprentissage, mais comme n'importe quel outil, mais dans ce sens aussi, Ivan il parlera de ça, je pense aussi, il y a plein de ressources qui existent aujourd'hui pour vous accompagner, plein de documentation, plein d'exemples. Voilà. Si on passe à la suivante, je pense que c'est... Just for you to know, Evan, you have something like, let's say, 10 minutes more. So, are you here? Fantastic. Awesome. Thanks a lot. So let's get started. So thanks a lot for inviting me here, and so it's a great opportunity to speak. So just going to go through some slides on Nextflow and also sort of on Sakera. So we created Nextflow around 10 years ago, and the real problem we were trying to solve was around running these pipelines. Typically, as they get more complicated, with more data in the cloud and configuration gets a bit sophisticated. So the typical setup for a genomics pipeline, you've got a lot of different steps, a lot of data. Each of those steps requires a different tool. And then you can sometimes scaling up in this kind of parallelized way. You end up with tens of thousands of tasks. And really managing that infrastructure can also be really difficult. And this is where things like AWS Batch kind of really come in and help us a lot. So here's just a quick example of an ancient DNA pipeline. This is from EF Core. EF Core is a fantastic collection of ready-to-go pipelines you can take, and they're all kind of validated to run on AWS as well. So a great resource to start there. Let's go on to the next slide there. And then this is a little background on Nextflow itself. So you can think of it as several things. One of it's a way to write pipelines, so a language. So it's got its own syntax. You take existing code, Bash, Python, R that you've got, and you link these bits of code together with this data flow programming model. You define the dependencies, typically with Docker containers, and then you basically wrap all of that pipeline in a Git repository. And if you just go to the next section there, then you'll see that you can then take any Nextflow pipeline and then go run it on the different platforms. So you've got a whole bunch of different ways to run the pipelines. We're going to go through some of those now, a little bit more into the technical details. There's a kind of a big advantage, though, of having these two things separate. Basically, the way you write the pipeline and where you run it. The fact that it's different here means that you can develop the pipeline locally on your laptop, or you can very easily kind of share it with colleagues who maybe have different environments, different setups, etc. And also, I mean, the technology is changing here very quickly. As I said, things like AWS Batch went around 5 years ago, and who knows in 5 years' time what the technology is going to be there. So it really enables us to kind of have a standard way of writing the pipelines, and then really, depending on where we need to sort of execute those pipelines, the target platform to move on. Go to the next slide there. Next task, and here's just a quick overview of the syntax. So it's designed for scientists and engineers. You can see on the left-hand side, you define a process. That process takes some inputs. In this case, it's an index and some reads. So if you familiar with genomics, typically like read pairs here, and an index, and it calls in the script section. This is just a command line tool called Salmon, quantification of RNA, and that section there can really be anything that you already use. So if you already got the pipelines in Bash, or you're building them, you can do that. You can also start to take some of these pipelines as well off the shelf. And on the right-hand side there, you can see the workflow, which is where you've defined, since you define the workflow, link those steps together, and it uses this data flow model, which makes it sort of a modern software
software engineering practice where you can have modules, you can unit test your code, and then when you're ready, you can go to run it on the different ways. And I'm just going to go run. It's pretty incredible, like the way that this can run. So if we go to the next slide, I'll just show you multiple options that you have in terms of executing the pipelines. Think of the next slide there. Here is, we're going to look at in the first case. So here's just some examples. We'll go to that in a second. This is what was as part of the SARS-CoV-2 sequence analysis. So some pipelines in Nextflow were developed very early on. From there, they were really taken out and sent to the point of sequencing, analyzed really quickly. Yeah, this really led to the fast identification of things like alpha. And it was really kind of a great effort. It kind of shows you that the kind of flexibility that Nextflow provides here and that kind of analysis, which was set up pretty quickly. We go to the next slide here, which really goes on to highlight a really fantastic use case, and I'd recommend you sort of read this article from 23andMe. But they're showing here a single AWS batch compute environment, and it's able to scale up to nearly 10,000 CPUs in a single environment. And that's just kind of really showing you the scale here. So sort of Nextflow is behind the scenes. I think they're running about 10 pipelines at a time as part of this. So you can see that in this, if you're familiar with batch, you'll be familiar with the tasks tab there. So you can see that nearly 1 million successful tasks just in that single environment. And it shows you the kind of scale here. This is for one of the imputation pipelines as well. And next slide. Can go through and now start to see some of the different ways that you can run it. This is basically like a local execution. You can think of this as either a single EC2 instance where you're spinning up and you want to run this, or on your laptop. And in this case, Nextflow is able to run with or without a container engine, typically a Docker container engine when you run locally. And really each of those processes, each of the tasks, each of those steps in that graph that I showed you before becomes a Docker run job, and essentially runs that. Nextflow does that whole orchestration layer. If you go to the next slide, this is where we start to see things like in this, what we call this cluster orchestration model. This is things like parallel cluster. So things like Slurm, you're able to then take each Nextflow job task becomes like a Slurm job here, and it kind of spins up. And in terms of AWS parallel cluster, you basically end up with this cluster, which is kind of increasing and shrinking. There's obviously like some setup to this as well, but it provides a kind of a nice intermediate, and also for people who are kind of familiar with using this kind of solution and kind of who are coming from an on-prem world. This makes a lot of sense as well. If we go to the next slide, though, we'll see like the one which is for sure the most popular with our users and customers on AWS, which is AWS Batch. And in this case, Nextflow essentially takes each task and it wraps it in the Batch API. And from there, each of those tasks goes onto an AWS Batch queue, which in turn results in going to an AWS compute environment, which in turn spins up a virtual machine. So there's a very series of steps. The real basics behind it are, though, you set up a computer environment and you tell Nextflow where to run those jobs. And when it's really set up, it means that you can have a whole bunch of different resources. If you need to use GPUs, or you need to use FPGAs, or you need to use 10,000 instances because you need to run it in a very parallel way, it's fantastic. It kind of spins those resources up, and as soon as you don't need them, essentially shuts them down again. And that works sort of really well for kind of bioinformatics workloads. We are often analyzing data specifically from sequencing, so as it comes off the sequencer, or you have a particularly large analysis you need to run in that time. And this has become a really leading solution for particularly biotechs, but also a lot of pharma now, and increasingly sort of across the industry as well. On the next slide, I'll just show you a final one, which is another way of running on AWS, this is with a Kubernetes execution. In this case, you're running into a Kubernetes cluster, which you can set up here. So we've got the setup on our Tower service to run the EKS. It essentially submits each task as a pod into that cluster. It has you have a lot more freedom here in the sense that you can decide exactly what the horizontal scaling is like. You have a little bit more control over how this works. At the same time, you are managing the service typically yourself. You are essentially having to set up that Kubernetes cluster. We kind of see this as potential for larger teams in the future. Obviously, it does require a little more expertise to get going as well. So that's why we recommend typically AWS Batch to get started with and to get going. All right, onto go to the next slide now and just see some of the things on the open source. So the community's been growing very rapidly. As I say, we're in around 10 years now. A lot of that growth is really come from
also obviously like people downloading Nextflow, people kind of using it in mostly kind of academic circles as well. But it's increasingly becoming common in commercial circles as well. A lot of the growth as well has come from the pipelines. If we go to the next slide, I mentioned earlier on about NF Core, and this is really a fantastic resource for if you want to go take pipelines off the shelf. We've got about 3,500 people in the Slack group sort of working together on these pipelines. There's also some channels in there for AWS if you want help, etc. So it's a fantastic resource to take these pipelines, also contribute back to them. We have a lot of customers coming to us, taking these pipelines, making modifications, and then they can run in their own infrastructure as well on that. See the next slide there, and we're starting to think now about the adoption of Nextflow. As I said, it's primarily focused on the sequencing areas. So you can think any area where you have sort of large amounts of sequencing which is taking place. It's also increasingly so in imaging, and we see customers start to use for machine learning workloads as well. So this kind of distributed workloads where you need to essentially have massive parallelization, multiple instances running, potentially a lot of different resources in terms of the tasks themselves, really suits Nextflow very well, and hence why sort of in genomics and other applications it's starting to become really famous and become widely used as well. Okay, I think we go to the next slide there. So that was the kind of a high level of Nextflow. You can think of it as this engine and this orchestration platform that connects in with all these different ways of running it, and so it tracks away a lot of that. In building Nextflow, we also realized that there was a whole other sort of potential of adjacent problems. I mean, that's really what we've been building Nextflow Tower for. So if you go into the next page, so Nextflow is open source. It's Apache 2.0. It's available for anyone to use and distribute. We've also been building Nextflow Tower, which is a full stack application for the management of pipelines. So this is deployed typically in your own AWS environment. So you spin this up. It's got a database in the back end. It's got a front end. You can call it from API. The nice thing here is you get a full history of your execution. So you can go back and see everything you've run. You can optimize those workloads. You can even build the computer environments, etc. from that. So it connects in with AWS Batch and has a mode that's essentially going to spin up those resources and build them, allow you to manage them from in there. And we've seen this as a kind of a big step forward in terms of making it much easier for people to use. But also if you want to go to scale and you want to sort of manage your pipelines as a service, as opposed to sort of having to directly integrate them with the Nextflow runtime as well. So I think that's pretty much the end of my time there. But I think we're going to shift to some questions there as well. Otherwise, we can end it there, Thomas, and go through. Merci, Evan, thanks. Est-ce que quelqu'un a une question à ce niveau? Puisqu'il nous reste encore 2 slides à passer, mais il est déjà 50. Donc si vous avez une question, vous pouvez la poser dès maintenant, sinon on va continuer d'avancer. Bon, bah, du coup, Francesco, il te reste 5 petites minutes. Oui, c'est parfait, merci. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Celle d'après aussi, celle-ci, c'est juste un peu... Voilà. Du coup, je vous donne juste un petit aperçu aussi de pipelines qu'on fait tourner grâce à Nextflow sur le cloud de AWS. Du coup, on a différentes typologies de pipelines. Là, je vous présente un peu les 3 par macro-catégorie. La première, c'est celle-ci, on fait du profiling des gènes du microbiome. En gros, on essaie d'analyser et identifier l'abondance des gènes dans des différents échantillons qu'on reçoit. Ça, c'est un modèle un peu typique des pipelines complètement distribués, c'est-à-dire un job d'analyse, c'est un échantillon, et on fait tourner ça en particulier depuis quelques mois sur les nouvelles machines Graviton 2, les machines qui sont avec des pouces ARM 64, parce qu'on a vu qu'on gagne énormément en vitesse, à environ 30-40% de vitesse en plus, en économisant aussi de l'argent sur la facture. Donc ça, c'est quelque chose, peut-être pour une autre discussion une autre fois. Deuxième typologie de pipeline, c'est un pipeline qui est plutôt axé sur la découverte des gènes dans les microbiomes intestinaux. Ça, c'est un pipeline qui commence à être un petit peu plus gourmand en termes de ressources, parce que là, on se retrouve avec typiquement plusieurs dizaines de milliers de jobs, parce qu'on essaye vraiment de récupérer des milliers d'échantillons, analyser quel est le contenu de l'ADN de ces échantillons, reconstruire les génomes et les gènes bactériens et mettre tout ça ensemble pour faire une collection après cette fameuse base que je montrais
tout à l'heure de plus de 20 millions de gènes et protéines, elle est issue de ce type de workflow. Ici aussi, on est plutôt dans un cas typique dans lequel on a une situation en anglais scatter-gather, c'est-à-dire on parallélise d'abord tous les échantillons et puis on a des étapes à la fin du pipeline dans lesquelles effectivement on va faire un mélange de tout, à faire un merge de tout nos analyses. Du coup, il y a aussi des nécessités très importantes au niveau de la mémoire, par exemple. Troisième typologie de pipeline, c'est la pipeline dans laquelle on s'occupe d'annoter les gènes, du coup pour aller effectivement identifier quelles sont les caractéristiques de ces gènes et protéines bactériens issus du microbiome intestinal et quelle pourrait être leur fonction. Ici aussi, on est dans un cas assez large en termes d'échelle d'analyse parce qu'on est plutôt sur des dizaines de milliers de jobs d'analyse qui tournent et aussi des machines qui peuvent être très, très importantes au niveau de ressources, à la fois mémoire parce qu'on doit traiter des grosses quantités de données dans un seul job qui tourne, ou aussi en termes de ressources GPU, parce que c'est là où on commence à appliquer des méthodes de machine learning de plus en plus avancées qui commencent à être très, très, très importantes au niveau de leurs ressources nécessaires au niveau de le GPU. Du coup, là, on est sur des machines de type plutôt M6, R6 ou G5. Sur la suivante, ça c'est juste pour vous donner un aperçu de temps de calcul. Le pipeline le plus simple qu'on fait tourner, celui pour faire un profiling des gènes du microbiome, il prend quelques heures à tourner, environ 6-8 heures en total, sur plusieurs milliers d'échantillons ici à la fois. C'est lui pour la découverte de gènes. Il prend environ un jour ou deux. Ça dépend effectivement surtout de la disponibilité des instances spot, comme je disais. Et le troisième typologie, celui de la notation des gènes, il y a un écart énorme en fonction du type d'analyse qu'on fait. C'est-à-dire à la fois si c'est une analyse très simple, disons avec des méthodes bioinformatiques un peu datées, mais qui sont toujours d'actualité, qui permettent d'identifier par exemple des motifs, des domaines conservés dans les séquences des gènes et des protéines, qui nous permettent effectivement d'aller beaucoup plus vite. C'est un pipeline dans ces cas qui prend juste quelques heures. Sinon, si on est sur des méthodes telles comme prédiction des structures 3D des protéines, grâce par exemple à AlphaFold, il y a une nouvelle pipeline qui permet de faire ça et qui est très très gourmande au niveau des ressources, à la fois pour traiter les data à l'entrée et à la fois pour le modèle de machine learning. Là, on est sur plutôt 2 jours, voire 3 jours de computation sur des machines qui sont conséquentes au niveau de la mémoire, comme des R6, 16X large ou des instances G5 qui permettent justement d'exploiter la GPU au maximum. Et voilà, juste pour conclure, un petit aperçu, ça c'est ma vision aussi un peu des choses vis-à-vis de où on est aujourd'hui, 10 ans après l'adoption de plus en plus au sens large du cloud computing. Effectivement, je crois qu'aujourd'hui, entre les capacités offertes par le cloud computing et aussi des orchestrateurs comme Nextflow, la capacité effectivement de traiter des grosses quantités de data dans la biologie, dans la génomique, elle est devenue de plus en plus faisable. C'est pas simple toujours, mais si on pense par rapport à il y a 10 ou 15 ans, on a fait des progrès incroyables. Néanmoins, et du coup, comme on était justement déjà en train de dire au départ, Thomas, on est bien sûr absolument dans l'ère de $1,000 ou 1 000 euros par génome. Et bien sûr aussi bientôt, on sera plutôt sur une centaine d'euros par génome, mais on est beaucoup, on restera encore énormément de temps, je crois, dans l'ère de plusieurs millions d'euros de dépenses, de budget, pour ce qu'on peut appeler l'interprétome, c'est-à-dire une fois qu'on a généré ces datas et on les a traités, on les a analysés pour générer justement toute une série de données conséquentes. Après, il faut mettre toutes ces informations ensemble, les relier à quel que soit le domaine spécifique dans lequel on travaille sur la génomique et essayer de faire extraire du sens de tout ça. Du coup, effectivement, dans cette étape, tu peux faire dérouler jusqu'à la fin, Thomas, si tu veux. Parfait, merci. Du coup, effectivement, dans cette optique, je crois personnellement que la combinaison, il y a des gens qui pensent que le machine learning va tout résoudre. C'est ça jamais le cas pour moi. C'est ça, en combinaison effectivement des techniques différentes, à la fois la possibilité de traiter des données à l'échelle,
on y est. Et de l'autre côté, de combiner ensemble de solutions comme des bases de données de plus en plus avancées, des méthodes de data mining, du machine learning aussi, pour essayer effectivement d'extraire de la valeur et du sens des données qu'on va générer de plus en plus en quantité large. Dans ce sens, effectivement, chez Interom, on s'appuie aussi sur d'autres types de services chez AWS qui n'ont pas beaucoup à voir avec la partie computation, mais justement avec la partie de base de données telles comme AWS Athena et d'autres bases de données à graphes qui nous permettent effectivement de interroger, explorer et intégrer rapidement les data ensemble une fois qu'on est arrivé à la fin de tous ces gros pipelines que je viens de vous montrer. Mais ça peut être pour une autre fois comme discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Francesco. Thanks, Evan. Est-ce que, donc, du coup, si vous êtes intéressé par tout ce qui vient d'être présenté, n'hésitez pas à contacter votre account team ou directement Maud à l'adresse email que vous avez ici si jamais vous ne connaissez pas votre account team. Est-ce que vous avez des questions? En 3 minutes, je suis désolé, on a un petit peu dépassé. Très bien. Eh bien, si pas de questions. Si, moi j'ai une question pour Francesco, c'est comment est-ce que Secara finalement vous a permis d'accélérer et quel a été le KPI que vous avez suivi là-dessus? Oui, en termes de KPI, pour nous, du coup, les points importants à juger pour nous, c'était au tout début vraiment les coûts. La facture, vraiment, quels étaient les services qui nous permettaient à la fois de combiner la puissance de calcul tout en gardant sous contrôle la facture, parce qu'effectivement, il y a 5 ans, on engageait des budgets qui étaient pas ceux qu'on peut engager aujourd'hui. Et aujourd'hui, par contre, la situation, elle est un peu différente. On cherche beaucoup plus sur la performance. Du coup, nos KPI sont beaucoup plus axés sur le temps de calcul et les temps qu'on passe à soit paramétriser un service, soit dans les cas des bases de données, le temps qui nous prend de faire des queries et avoir des résultats derrière, ou sinon sur la partie computation, par exemple le choix des machines, des typologies d'instances, là c'est typiquement une combinaison entre le temps de calcul, la performance de la machine et son coût, tout en sachant que nous on utilise les machines spot quand même. Merci beaucoup. Minute, pas de questions. Bon. Je vous serai reconnaissant du coup de remplir le survey. Vous aurez, comme vous aurez tout contenu de l'événement, vous aurez le lien aussi. Ça nous permet de savoir aussi sur quoi on doit s'améliorer.